Salut à tous, l'OM a fait un match nul contre Nantes et il y a beaucoup de choses à dire, ce qui m'amène à avoir quelque part, malgré la déception de ce match nul, beaucoup de plaisir à être présent sur ce plateau du talk show pour faire cette émission et débattre avec mes invités. Avant cela, on regarde le sommaire de cette émission. On va donc parler de Nantes et de toutes ces polémiques entre fair play et bien sûr l'arbitrage génial de monsieur Gauthier, de son attitude. On va en parler. On va parler également de Luis Gustavo qui est un peu peut-être fatigue un peu à l'image de l'équipe, mais pas le temps de fatiguer, pas le temps de niaiser comme on dit outre-Atlantique, puisque c'est l'Athletic Bilbao et ce match d'Europa League qui se présente très vite pour l'Olympique de Marseille. Ça sera jeudi. Pour en parler, un homme qui regarde du football, Bastien Cordoleani. Vous en regardez aussi, messieurs. Je attention, fais pas que ça, pas ce que je veux dire. Mais les gens. Tu appartiens à cette caste très privée des gens qui regardent des matchs au Chili à 3h du matin, comme on en parle souvent avec Romain Hering. Voilà, on a... mettre sur les terrains. #passion. Voilà, le football passion. À tes côtés, un beau fruit de la passion, également Didier Soun qui est avec nous. Bonsoir à tous. Salut, passionné de l'Olympique de Marseille, qui tourne beaucoup avec les rappeurs, on peut le dire. Voilà, tu t'occupes maintenant de... Tu fais un rappeur aux cheveux longs. Voilà, un rappeur aux cheveux longs qui préfère le Bayern, qui est marseillais mais qui préfère le Bayern Munich. Il est d'origine germanique à sa décharge et sa famille vit à Strasbourg, donc on lui en veut pas trop. Mais après, en plus, c'est pas un type qui est spécialement intéressé par le football, hein, sincèrement. Voilà. Avant un concert, la dernière fois, je regardais le match de Europa League sur mon ordinateur en streaming et je paniquais un peu de pas pouvoir voir le match. Eux s'en tapaient complètement l'œil. SCH, ça doit parler quand même à la jeunesse marseillaise qui nous regarde, parce que c'est quand même un rappeur qui écoule plusieurs centaines de disques, on va dire comme ça. Quelques-uns. Pour pas dire millions, bien sûr. En face de vous, messieurs, Sébastien Ruggieri, reporter, journaliste au Phocéen. Salut. Salut à tous. Très élégant. Et à tes côtés, Maxence Volpe, l'analyse technique du Phocéen depuis la création du site, ce qui tombe plutôt bien quand on est un des créateurs. Alors messieurs, on va parler de ce match contre Nantes. On va évidemment revenir sur le jeu de l'Olympique de Marseille parce que par définition, si l'OM fait nul contre Nantes, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Hein, voilà. Mais avant tout cela, on va se faire une petite partie sur les différentes polémiques. Alors on va démarrer. Tu me faisais justement remarquer, Bastien, qu'il y avait des erreurs d'arbitrage et il y avait un problème de fair play dénoncé à travers les Marseillais. Ce n'est absolument pas pareil. On va démarrer. On va faire une partie, voilà, un petit pot pourri de tout ça. Mais on va démarrer quand même avec cette histoire de fair play parce que dès la fin de la rencontre, on est un peu tombé sur Dimitri Payet, sur les joueurs de l'Olympique de Marseille qui auraient donc manqué à une sacro-sainte règle du football. Et notamment dans l'émission l'After Foot, hein, juste après les matchs, on débriefe sur RMC et BFM Sport. Vous savez comment ça se passe. Et Daniel Riolo s'est insurgé contre cette pratique marseillaise. Voilà, on l'écoute tout de suite, l'ami Daniel. Le gardien a un choc avec un défenseur, c'est le gardien en plus. Voilà. Il renvoie le ballon en touche. En plus, il prend soin, lui, de le renvoyer pas trop loin, tu vois, pour pas non plus faire un dégagement à 80 mètres. Bon, voilà, c'est petit. C'est pas petit. Je me fous après il y a faute sur Palois dans la soirée. Ça, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Oui, parce qu'il y en a eu tout le match. C'est le truc classique. En revanche, l'autre, il met le ballon clairement dehors parce qu'il est blessé et les mecs rentrent pas le ballon. Voilà, alors, on rappelle, 90 minutes, on va voir d'ailleurs les images de l'ami Tatarusanu, le gardien roumain du FC Nantes, qui, dans les dernières minutes, dans le temps additionnel, met le ballon en touche parce qu'il est blessé et il s'effondre. C'est pas le seul, regardez derrière lui, Diego Carlos aussi, qui souffre. On a l'impression que Tony Chaperon est revenu le tacler, hein, c'est pas évident. Et puis, donc, l'OM récupère le ballon. Mais Maxence, il ne marque pas, Payet n'envoie pas un ballon sur la surface et il y a but. Il se passe quand même quelque chose entre ce ballon non rendu et le but. Il se passe du temps, mais ce qu'il faut surtout souligner, parce que je pense que tous ceux qui ont commenté ces actions, du moins cette action, ont oublié les précédentes, c'est que ça faisait déjà une dizaine de minutes que les Nantais se laissaient tomber à chaque arrêt de jeu et gagnaient une trentaine, voire plus de secondes. Donc, à un moment donné, moi, c'est ça qui m'horripile. C'est qu'on parle de cette action où Dimitri Payet ne rend pas le ballon, mais on la décontextualise totalement. Parce que si tu regardes bien, tu as 4 minutes d'arrêt de jeu sur cette rencontre. Quand tu sais qu'il y a 30 secondes par changement, ça fait déjà 3 minutes rien que pour les changements. Avec l'accumulation du temps qu'ils ont gagné en seconde période, tu dois avoir
facilement 7 ou 8 minutes. Et sur d'autres championnats, tu vois des fois, tu vois les matchs et tu vois écrit un mot 7 minutes. Et nous, quand on voit ça, on hallucine parce que ça arrive jamais en France. Et le problème, c'est qu'à force de faire ça, on arrive à des situations aujourd'hui où tu n'as plus envie de rendre le ballon parce que forcément, tu te dis, c'est prendre les gens pour des idiots, quoi. Sébastien, on est obligé aussi de raconter cette histoire, cette petite histoire parallèle, périphérique du match avec Michel Aliaga qui est allé gentiment rendre la monnaie de sa pièce au staff du FC Nantes qui suivit la rencontre en tribune de presse, qui avait un peu crié de façon véhémente, on va le dire comme ça, sur l'ouverture du score à l'égalisation. Michel Aliaga, qu'on embrasse parce qu'on sait qu'il est un peu souffrant. Il aurait pu nous raconter ça malheureusement. Mais il a dévalé 4 étages pour aller leur gueuler dessus. Mais c'était Christophe Lambert dans Greystock, c'était un truc incroyable. Et vraiment, l'adjoint de Carlo Ancelotti italien, donc il va voir le match en hauteur, comme Fred Bompard le fait parfois avec Rudy Garcia, a vraiment pris peur en voyant Michel Aliaga lui hurler dessus. On salue Michel, merci pour ce moment. Sébastien, c'est cette égalisation, enfin ce contexte. Nantes, il joue le jeu parce que ça fait partie du jeu, ils sont venus pour défendre, mais après du coup il faut pas s'étonner si l'OM cherche à jouer aussi. Oui évidemment, après de toute façon eux l'entame de match c'était l'idéal, quoi. Ils étaient venus pour ça, pour éventuellement jouer des contres, éventuellement jouer des coups à fond sur coup de pied arrêté. Il se trouve qu'à la 10e minute ils marquent, donc c'est le scénario rêvé pour eux, hein. Donc ils ont un but d'avance et puis ils ont laissé venir, on a pu le voir par la possession de balle, quoi. L'OM je crois qu'ils étaient à plus de 70% sur l'ensemble du match, donc pour eux voilà c'était le scénario idéal. Après ils ont défendu et c'est vrai que cette égalisation comme ça à la dernière minute, c'est vrai que c'était assez savoureux en tribune de presse, en plus avec Michel Aliaga qu'on embrasse, c'était vraiment sympa, ouais. Par contre il y a aussi des problèmes, on en parlait, d'arbitrage tout au long de la partie. Il y a eu une main de Diego Carlos sur corner. Avant on va voir Dimitri Payet parce que voilà, pour clore un peu ce sujet fair play, on va écouter quand même la version du principal intéressé et vous allez me dire derrière, tiens Bastien, si tu penses que ça va lui revenir encore aux oreilles cette histoire à Payet. Je suis un joueur plutôt fair play, mais il faut pas trop pousser non plus. Quand je vois le gardien et le défenseur qui s'allongent sans contact, à un moment donné, voilà, il faut arrêter. Nous on a joué et puis voilà, on va dire qu'il y a une justice. Je vais pas parler de l'arbitrage, il a été parfait ce soir. Alors lui il va pas parler de l'arbitrage, tu vas nous dire d'abord ce que tu penses, puis après nous on va en parler. Sur le fair play, alors déjà il y a des choses à dire, c'est que, et Daniel Riolo l'a dit, on a un extrait court mais il faut pas non plus s'arrêter à ça, il faut écouter tout ce qu'il dit dans la soirée. Il n'y a pas de règle, c'est c'est moral, c'est-à-dire ça se fait. Mais il n'y a pas de règle qui dit il faut rendre le ballon. Demain tu n'as pas envie de rendre le ballon, il n'y a rien qui est écrit, et dans les textes d'ailleurs il y a eu but. Ensuite, comme l'a dit très justement Maxence, quand tu as été joueur, à un moment donné, ça te rend fou, ça. Parce que ça n'a pas duré 10 minutes, Maxence est gentil, ça a duré une demi-heure cette affaire. À se mettre par terre, à parler. Tata Roussanou, qui quand il devait dégager balle en main, normalement la règle dit que c'est 4 ou 5 secondes, je sais plus, qui mettait 10 secondes à dégager. Ça c'est quoi? Ça c'est une règle par contre, qui n'a pas été respectée. Donc moi je dis pas qu'il faut... Il plus celle-là non plus. Donc, non mais c'est exactement comme le temps additionnel, je suis tout à fait d'accord avec toi. À part à Strasbourg PSG où il y a eu 8 minutes, en France on a toujours des 3-4 minutes alors que les mecs gagnent du temps en veux-tu en voilà. Donc à un moment donné je comprends que ça agace. Et en plus, ce qui peut leur donner raison, même si moi je suis pas là pour dire s'ils ont raison ou tort, c'est que sur le corner, Tata Roussanou qui était mort 3 minutes avant, il fait un arrêt quand même. Ouais. C'est-à-dire que si vraiment il a mal au genou, il fait pas cet arrêt de handballeur et peut-être qu'on marque le but. Licitement on va dire. Et après sur les erreurs d'arbitrage, Anthony Gauthier il a été en dessous de tout de la 2e minute où il met un carton jaune à Luis Gustavo à la 94e parce que le but de l'OM il est pas valable. Et qu'est-ce que je vous dise moi, après dire le match nul est mérité ou pas, le football on va pas le réinventer. Si on a un penalty à la 65e ça change totalement le match. Peut-être que les 25 dernières minutes on est transcendé, le public se lève et on marque un 2e but, ou alors on en prend un compte parce qu'on se livre trop. Ça veut rien dire de dire le match nul est mérité, on aurait dû gagner ou pas. La vérité c'est que les deux équipes ont été arbitrées par une personne qui était pas dans un bon soir, et en plus de ça apparemment il avait mangé un burrito trop épicé parce qu'il avait mal au ventre sûrement, il a fait la tête toute la soirée, je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Donc on a été arbitré par quelqu'un qui a été nul. Voilà, c'est ça la vérité. Après dire c'est mérité ou pas, ça s'équilibre ou pas, c'est pas à moi de le dire. Le match nul il est logique. Voilà.
Est-ce que ça s'équilibre pour toi, Didier, avec cette faute de Gustavo? Est-ce que tu la vois sur le moment? Est-ce que la main, et est-ce que aussi, alors on va voir on va revoir l'image de la main de Diego Carlos sur corner. Est-ce que il y a une situation tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais quelques minutes après, il y a Nicolas Pallois qui fait un dégagement du pied et tous les Marseillais hurlent au scandale en se disant il y a main, alors qu'on voit sur les images qu'il y a les pieds. Est-ce que cette attitude-là te dit au final, est-ce que ça décrédibilise pas les joueurs de l'OM les arbitres vont se dire ils crient au loup pour rien? Ouais, les joueurs de l'OM, tu peux dire les joueurs en général, parce qu'ils le font tous. Je pense que l'attitude en plus par rapport pour revenir encore sur l'histoire du fair play, si c'est une équipe exemplaire que tu as en face, je veux bien. Nantes, je pense pas que, sans parler seulement d'hier soir, que depuis le début de saison, ce n'est pas quand même l'équipe la plus fair play qu'on puisse rencontrer dans le championnat de France. Donc se plaindre d'une action qui est un peu litigieuse ou dire que Payet manque de classe après en interview, je trouve ça un peu facile parce que là, rien que l'image qu'on voit là, c'est du volleyball dans la surface de réparation, il n'y a pas pénalty, très bien. Après, Pallois quand même, je sais pas si on a l'image de la faute sympathique de Pallois sur corner où il pousse gentiment Rolando dans la surface, mais il n'y a pas pénalty non plus, il n'y a pas de problème. Après les fautes à répétition, je veux dire le match hier était juste insupportable à regarder. Ce que je trouve très dommage quand même, je comprends Ranieri qui est un excellent entraîneur et donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, d'accord. Mais hier c'était de l'anti-football clairement qu'on voyait quoi. C'est 11 derrière, on attend, c'est le catenaccio de Herrera à l'époque de l'Inter de Milan dans les années 80, c'était insupportable quoi. Moi j'ai zappé à un moment donné, j'en pouvais plus. Et en partie à cause de l'arbitre aussi, il faut dire. Parce que ce que tu dis là sur l'action de Pallois, c'est vrai, il n'y a pas mais les joueurs sont comme ça parce que c'est une accumulation de choses. Dès la deuxième minute, tu as ton meilleur joueur qui prend une carte jaune pour rien. Donc ça monte et quand tu as été joueur, il y a la mise en scène en plus, il y a le carton jaune qui est exagéré parce que c'est quand même un peu de psychologie, on joue la 4e minute de jeu, la faute c'est pas un attentat. Alors ok Gustavo, mais bon je pense que Gustavo ça fait quelques mois qu'il s'est nettement calmé, qu'il accumule moins les fautes, qu'il joue nettement plus intelligemment de ce côté-là. Mais c'est la mise en scène qu'il y a derrière où il y a le 4e arbitre qui alerte Monsieur Gauthier qui traverse le terrain avec une démarche de cow-boy, qui va voir Garcia avec le regard. J'avais l'impression de regarder le bon, la brute et le truand. Je veux pas taper sur la tête des arbitres, mais à un moment donné, si c'est pour toujours revenir sur un sujet qui est récurrent en France, si on a les moins bons arbitres probablement des 5 gros championnats européens, il va falloir se poser des vraies questions parce que c'était une catastrophe hier. Et cette espèce de côté un peu CRS, je fais la loi, je vais taper sur les doigts de M. Garcia. Il y a une illustration parfaite, il y a une action avec Florian Thauvin aussi qui râle après avoir subi une énième faute et l'arbitre insiste pour le rappeler à l'ordre, c'est toujours pareil. C'est vrai que cette action, il dit même c'est moi qui décide sur l'action que tu parles. Mais en même temps, si on est honnête, il faut quand même. L'arbitre il met un jaune à Gustavo sur la première action, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même exagéré. Et moi, pour le coup, à un moment donné, ça m'a rendu fou quand j'ai vu que Gustavo lui-même se permettait de ne pas aller voir l'arbitre pendant une trentaine de secondes. Parce que tu te dis, fou comme il est Gauthier. Il est capable d'un coup ou d'un moment de péter un câble et de dire bon écoutez ça fait 30 secondes que je vous appelle pour mettre le carton, vous venez pas, je vous mets un rouge. Et là je me dis Gustavo il est professionnel quand même. On est tous là pour dire qu'on l'adore, mais il y a des choses à pas faire quoi. Et à un moment donné on dit pas qu'il a été exemplaire Gustavo, mais on dit qu'il y a une autre attitude à adopter. Tu peux le faire avec ça parle de sourire. Non mais je te dis ça parce que on tape sur les arbitres depuis des mois et des mois et même des années là, déjà. Et non mais moi ce qui m'énerve c'est que là je prends l'exemple volontairement d'un joueur de l'OM pour pas citer le joueur d'une autre équipe, pour pas dire à chaque fois on est chauvé etc, mais c'est vrai que les joueurs ils rendent la vie impossible aux arbitres. Tu donnais l'exemple de la main qui était pas une main, à toutes les actions de toute façon ils lèvent tous les bras et tout le monde, l'arbitre il est là et ça devient limite insupportable pour eux aussi quoi. Et alors tu ouvres une brèche Maxence, Sébastien, on a passé des jours là à se moquer un peu du Paris Saint-Germain qui pleure l'arbitrage après le match du Real Madrid. Est-ce que nous derrière on est obligé de parler là de l'arbitrage en se disant, en érigeant l'arbitrage de ce match? Est-ce que pour toi voilà, ce match nul de Nantes c'est le fait principal, c'est l'arbitrage, quand on sait qu'au final c'est ce qu'on reproche aussi à Paris? On peut pas tout mettre sur le compte de l'arbitre, mais c'est vrai qu'il y a des erreurs d'arbitrage qui sont énormes quoi, donc on peut pas passer à côté évidemment. Et c'est le cas aussi pour Paris alors? Paris ils ont raison d'en faire des tonnes là sur le... Après honnêtement les enjeux sont pas les mêmes comme a dit Bounassar hier à propos du match, on lui a demandé s'il regarderait le match entre le Real et PSG, il s'en fout honnêtement. Moi ce que font les Parisiens, s'ils font les pleureuses ou pas les pleureuses,
l'arbitrage du PSG, honnêtement. Et nous, on fait les pleureuses, là, du coup. Mais Rudy Garcia, il a parlé, je sais pas si tu as conf ou Seb, il a parlé beaucoup des erreurs d'arbitrage, j'ai pas trop suivi. Je sais qu'il a parlé des Nantais qui ont été un peu anti-jeu. Non. Il était plus sur cette histoire de. On va voir Zoubis fair qui play, dit ce soir, puisqu'il est à la radio, à la télé. S'il fait comme Antero Henrique qui avait envoyé quand même une lettre à la fédération. Après, pour finir sur cette histoire d'anti-jeu, moi ça me fait doucement rigoler aussi. Parce qu'à un moment donné, comme tu disais, il va falloir changer le règlement. Parce que des fois, quand tu rends le ballon, maintenant tu vois les équipes c'est ce que adverses. disait un peu Daniel Riolo en fin de. Et même tu vois les équipes adverses qui te rendent le ballon en te faisant un long dégagement en touche à 3 mètres du poteau de corner, ils viennent te presser, on vous a rendu le ballon. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. On a parlé des polémiques, messieurs. Maintenant, on va venir, je pense que vous êtes d'accord, à la vraie raison, au jeu qui explique le manque de jeu de l'Olympique de Marseille et qui on va essayer de regarder pourquoi donc l'OM a fait match nul contre Nantes, parce que cette partie, ces 2 points qui se sont volés, c'est sur le terrain qui se sont volés. Après 2 défaites contre le Paris Saint-Germain qui laissent forcément des traces, même si on fait jouer la réserve, même si on dit que ce n'est pas grave, qu'on est sur d'autres compétitions, perdre 3-0 mentalement, ça touche toujours, et on l'a peut-être vu sur la rencontre suivante avec donc ce nul 1-1 contre Nantes. Max, à quoi tu attribues toi cette contre-performance? Qu'est-ce qui pour toi a cloché sur ce match? Honnêtement, c'est comme souvent d'ailleurs, c'est une petite accumulation de beaucoup de choses. La première chose pour moi, c'est évidemment le manque de fraîcheur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, le manque de fraîcheur de certains joueurs, parce qu'on a, j'ai halluciné, pour le coup on le voit bien du stade, quand je voyais le manque de mouvement qu'il pouvait avoir au niveau offensif, et quand tu mets ça en parallèle avec le jeu nantais qui pour le coup sont là pour détruire avec des joueurs ultra défensifs et qui bloquent tous les espaces, et que toi tu mets pas de mouvement dans ton jeu, passé un moment, je regardais le match, je me disais mais on marquera jamais. D'ailleurs, ça a failli arriver parce que c'était vraiment trop stérile au niveau de notre jeu. On a vu par moment, il y a quelques semaines, l'OM qui arrivait à faire vraiment des décalages entre Thauvin avec devant, aidez-moi, Valère Germain, avec Sanson aussi qui bougeait énormément, avec Payet qui était dans une rotation vers rien. Et là, je trouve que quand ils ont permuté hier, c'était simplement pour dire on change de côté, mais c'était pas on vient mettre un renfort, c'était pas dans le jeu quoi, c'était pas il y avait pas de mouvement, voilà. Pour moi, je pense que c'est le plus gros défaut. On a une question de Zako, qui est pour vous le premier responsable du but encaissé par l'OM. Alors ce but, Didier, toi tu en penses quoi? C'est l'équipe, Maxence a bien résumé, je pense que c'est lié au manque de fraîcheur physique de l'équipe en général. Les automatismes qu'on avait en défense, là, ça a été très compliqué. On a vu qu'il y a eu un tir, un deuxième, un troisième, ça rebondit. Ça a une équipe qui est en manque de réussite et aussi qui est un peu traumatisée, qui a peur de mal faire. C'est le but typique de ce genre d'équipe-là. Voilà, sur le but que Rolando met peut-être un peu de temps à se relever. Mais le joueur va moins facilement au duel dans ces cas-là, parce que c'est vrai qu'on vient de prendre 2 tôles contre le PSG, ça fait mal à tout le monde. Moi aussi, j'ai essayé de relativiser. Je me suis dit, c'est pas grave, ils sont trop forts. Ils sont sur une autre planète, ils ont une équipe à 1 milliard, etc. J'ai vu que tu es même allé communiquer par exemple d'un groupe de supporters qui râlaient. Ouais. Tu as gardé ton esprit forum, c'est bien. On rappelle que tu étais sur le forum, parce que je suis pas partisan de tout casser parce qu'on a perdu 3-0 contre le Paris Saint-Germain, qui est une équipe qui est taillée pour gagner la Ligue des Champions, pas pour y participer, mais normalement pour la gagner. On est d'accord, j'ai regardé au niveau c'est pas pour dormir sur le PSG, mais c'est le 2e effectif le plus riche d'Europe. Donc, ils sont censés être parmi les favoris de la compétition. Parenthèse fermée. Donc tu perds contre eux, il n'y a rien d'infamant. Après, on essaie de relativiser, on se dit c'est pas grave. Et après, on voit hier, après que l'accumulation des matchs, la fatigue, etc., la Coupe d'Europe qu'on joue en même temps, il y a certains joueurs, c'est clair, ça se voit, ils sont sur les rotules. Gustavo, on voit qu'il est très fatigué. Thauvin, hier, il n'a pas fait de différence en 1 contre 1, alors que normalement, son petit crochet, quand il ramène le ballon vers l'intérieur, tous les défenseurs se sont fait enrhumer. Hier, c'est passé 0 fois, il nous met un but qui nous sauve un peu la face. Mais il y a un petit traumatisme lié aux 2 tôles qu'on a pris face à Paris, et je pense qu'il y a une grosse accumulation de fatigue physique qui fait que hier, on n'a pas pu faire mieux que le match nul. Maxence l'a dit. Hier, il y a un truc moi qui m'a choqué, pour finir, pour éviter de faire trop long, je suis désolé.
Ces derniers temps, on voyait beaucoup de jeux à une touche de balle, et hier, je comptais avec. Mais il y a une raison. Il y a une raison à ça quand même. 3-4 touches de balle parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Qui est très important. Je pensais que Maxence allait dire que c'est la première raison d'ailleurs avant la fatigue physique, c'est la pelouse. Ouais, C'était impossible de jouer à une touche de balle. Maxence, s'il vous plaît, messieurs, on a posé la question à André-Franck Zamboanguissa, donc qui était au cœur du jeu, et on va écouter sa réponse sans plus tarder. Dire que c'était physique, je dirais pas. On a eu beaucoup le ballon. On a joué contre une équipe, quand je vous ai dit, qui était vraiment regroupée. C'était pas facile de trouver des espaces entre eux. On a joué contre un bloc vraiment serré. Et quand tu joues contre ce genre d'équipe, c'est difficile de te procurer beaucoup d'occasions. Alors l'extrait de la pelouse arrive juste après, mais voilà, en gros il disait Franck Zamboanguissa sur la pelouse que c'était absolument pas une excuse, c'était avant tout leur niveau technique à eux. Et il se mettait dans le lot, celui de Gustavo et celui de Morgan Sanson aussi. Bastien, est-ce que ça s'est pas fait sur les premières touches, tout simplement, enfin, sans parler de pelouse, on a vu, et ce qu'il nous disait, c'est qu'on a vu l'OM jouer sur des pelouses aussi problématiques que ça, et faire des parties au milieu de terrain bien plus abouties. Y a pas que c'est plus compliqué que ça le football. C'est-à-dire si c'était que ça, c'est évidemment que c'est pas que la pelouse. Si c'était que la pelouse, ça serait trop facile. On irait jouer contre des petites équipes, ils mettraient toujours des pelouses pourries et ils obtiendraient des nuls. Mais ça fait partie des choses. Tu joues contre une équipe, tu sais qu'elle est là pour défendre. Le scénario est idéal pour eux. Ils marquent au bout de 10 minutes de jeu, ils se mettent derrière. Et Sanson a dit une chose très juste. Sur certaines actions où il y a moins de mouvement, je rejoins Max. Mais où tu avais quand même des décalages, tu fais 3-4 touches au lieu d'en faire une ou deux. Et dans le football d'aujourd'hui, face à un bloc regroupé, c'est une énorme différence. Moi, je suis sûr et certain, personnellement, que hier, sur une bonne pelouse... Qui tu vises quand tu dis qu'il y a eu trop de touches de balle? Tous les milieux de terrain. Sauf Florian Thauvin, là, je suis pas trop d'accord avec Didier. Je trouve qu'il a créé quand même beaucoup de décalages, mais il a fini même par agacer. Enfin, il y a une scène que vous avez tous vue quand même en seconde période, où il finit par donner un ballon à Payet, et Payet n'y va même pas, tellement il est excédé, tellement il attendait. Ça prouve quand même que Florian Thauvin, sur ce match-là, il a peut-être pas fait le bon choix. Il a provoqué énormément de fautes aussi quand même. Et il y en a eu 7 ou 8 coups francs qu'on n'a pas exploité, mais on a marqué sur un corner, mais qu'on n'a pas exploité, qui ont été provoqués par Thauvin, et on aurait pu dire grâce à Thauvin on marque un but. Non mais c'est vrai qu'il a provoqué, là je te rejoins, il a provoqué énormément, mais là où je le rejoins aussi, c'est que sur certains matchs, à la fois il provoque des fautes, mais à la fois il passe aussi, et là à chaque fois il manquait le tout petit coup de rein, mais le petit coup de fraîcheur pour passer 2-3 fois, faire la différence, donner des passes d'ess et gagner ce match. Mais moi je pense que on est tous un peu dans le vrai, il manque de fraîcheur, mentalement ça fait mal de perdre 2 fois contre Paris, et il faut noter aussi la défaite contre Braga, parce que tout le monde aura rabâché, ça fait 3 défaites d'affilée quand même. Moi j'occulte pas la pelouse, je suis désolé. Non, tu peux pas, quand tu fais le jeu. Alors si c'est face à Bilbao, on va voir, ça va être différent. Ils vont pas fermer le jeu. Là peut-être que je serai un peu moins clément. Exactement. Mais c'est pour ça que je dis là, peut-être que je serai un peu moins clément envers les joueurs marseillais, surtout les milieux de terrain. Mais hier, il n'y a rien qui t'aide. Franchement, il n'y a rien qui t'aide. Et c'est beau que tu prennes un point, franchement. Sébastien, pour finir, une question toute bête. Est-ce qu'avec un bon Morgan Sanson, parce qu'on a vu un mauvais Morgan Sanson hier alors qu'il avait fait un très très bon mois de février, est-ce qu'avec un bon Morgan Sanson, finalement tu le gagnes ce match? Je pense que ça aurait été différent. Ouais. Il était au cœur du jeu, je pense qu'il avait les clés du jeu, donc c'est lui qui peut faire la différence. Sur une passe, sur une déviation, comme disait Bastien, voilà, il fallait accélérer le jeu, et lui il a cette faculté, il a sa touche technique, et je pense qu'en effet si lui avait été à un meilleur niveau, évidemment que ça aurait aidé beaucoup l'équipe. Mais bon, après c'est vrai que je vais revenir sur la fraîcheur physique, on est quand même on en est à notre... écoute, tu as raison, on va garder ces calculs. Non mais c'est pas mal, parce qu'on va se faire une petite partie justement sur, il reste 4 matchs encore d'ici la trêve, donc si on parle de fraîcheur, comment on va aborder ces 4 matchs, et surtout est-ce qu'on va pouvoir en faire sauter un histoire de souffler? C'est la question qu'on va se poser tout de suite. Peut-on sacrifier un match? Ça nous renvoie, messieurs, à vos années lycée. Vous savez, quand il y avait 4 matières dans la même après-midi et qu'il y avait des devoirs en plus à faire, donc on se disait, il y en a une, hop, elle va sauter, on va aller travailler. Est-ce que ça peut se passer comme ça pour... ne le faites pas, d'ailleurs, je le précise à ceux qui font. C'est pas bien, il faut pas. Est-ce que l'OM peut se permettre ce genre de petite opération, sachant donc qu'il reste 4 journées d'ici la trêve? On va voir le calendrier, toujours
retour avec Monaco et Lyon. On les aime bien, on se quitte pas. Voilà, vous voyez qu'il n'y a que 2 matchs pour Monaco. Lyon, ils vont 2 fois forcément. au CSK, c'est bon ça pour 2 déplacements d'affilée. Oui. Ça serait bien. C'est pas Malheureusement, ils vont recevoir au match retour. Eh ouais, Voilà. c'est ça qui est dommage. C'est ça, ils se déplacent d'abord en Russie et ils reçoivent ensuite le CSK Moscou. Ce sera 3 jours avant de venir au stade Vélodrome. Oula, je te vois pas content. Ah non, Didier. non, si, ça va très bien. Je regarde juste que Monaco, ça va être très compliqué. Je pense que la 3e place, c'est bien pour nous. C'est fini. Ils y vont tout droit à Strasbourg, Monaco. Bon, Ils ont ok. plus que ça à jouer. Ils ont une finale de Coupe de la Ligue aussi. Ça peut, dans l'approche. S'ils font comme l'an dernier, on sait d'avance comment ça va se passer. Et tu les vois plus, je pense. Je pense aussi. Mais c'est pas infamant de dire ça. Parce Non, qu'en pas du tout. en début de saison, tu On poses parle du les effectifs champion de sur la France, table. Non, jamais de la vie. Qui te dit tu vas lutter avec Monaco même au 5 mars? Franchement, Ils ont clairement pas une grand équipe monde. au niveau qualitatif qui est au-dessus de la nôtre, c'est Bien clair. sûr. Donc, Et y a rien J'aime d'infamant, bien comme tu quand dis. même, je continue à dire que j'aime bien le discours de Garcia qui dit, même si c'est peut-être pas vrai en fond, il dit nous on continue de regarder la 2e place et j'adore parce que je me dis au moins tant qu'on regarde la 2e, Bien sûr. au pire si on finit 3e on sera peut-être un peu déçu, mais voilà. Et puis même Parce si que si on commence à regarder dans le rétro à tous les matchs, et alors que je pense que tous autour de cette table c'est ce qu'on fait, on regarde surtout Lyon et À pas partir du forcément moment- on regarde Monaco quoi. C'est humain, Max. Quand tu gagnes, tu regardes vers le haut. Quand tu Oui. fais une contre-performance, tu regardes derrière si les autres ont gagné ou pas pour C'est savoir clair. si Ouais, tu les gardes derniers ton... matchs, Mais même quand on gagne, je regardais Monaco, il y a derrière. un autre truc, même si moi j'y crois pas, mais qui dans la tête de Garcia Trotte, c'est qu'ils vont à Paris. Donc il se dit peut-être comme nous, ils vont perdre des points là-bas, donc potentiellement c'est une défaite. Peut-être qu'après le match de Paris, si jamais il faut un résultat Tu là-bas, regardes, tu as la suite des matchs et tu vois jusqu'au déplacement, 2 déplacements d'affilée pour Ouais, parce Monaco. que à À Rennes, Paris, il y a à Guingamp. Rennes et à Paris, ça sera pas évident quand même. Recevoir Nantes, on a vu que ça pouvait ne pas être évident. Donc bon, on peut pas aujourd'hui faire encore. Mais moi je parle du qu'il y a des principe places sur la qu'on va comète. passer contre Bilbao. J'espère. Alors, C'est en pour ça. attendant, en attendant, il la va y vraie avoir donc question. ces 4 matchs d'ici la trêve. Est-ce que, messieurs, vous en sacrifiez un ou alors vous me faites une réponse comme on a eu sur ce plateau, il faut tout jouer à fond. Max? Moi, je sacrifie le match retour à Bilbao parce qu'on aura gagné 5-0. Allez, ça te va? Sérieusement? Non, Et mais si tu gagnes 15-0? sérieusement, je fais le match à bloc, le match aller contre Bilbao à bloc, et après, je réfléchis. Voilà, c'est-à-dire que si je fais un gros résultat à C'est une Bilbao, réponse, voilà. c'est une si réponse je fais acceptable. 1-1, et Donc que... c'est au final tu es en train de me dire que c'est un peu parce que c'est un peu ce qu'a fait Rudy Garcia. Il a joué le premier match contre Paris, il a réfléchi et le deuxième, il n'a pas jeté toutes ses forces dans la bataille. Ouais, puisque- sauf que, enfin, je te rappelle ce que je disais à cette époque-là. Moi, si ça avait été que de moi, on mettait l'équipe 2, mais là, on le sacrifiait complètement le match. Aujourd'hui, on aurait peut-être 3 points de plus contre Nantes, mais bon. C'est ce qui s'est après, passé c'est contre compliqué. Braga, hein. C'est ce qui s'est passé Oui, c'est le ce tour qu'on a fait. précédent, Ouais. où on a fait la différence à l'aller. Au retour, il a mis une équipe bis, on dira. Bah, ceci dit, ça nous a pas forcément rendu service 3 jours Oui, plus elle tard. n'était à pas Paris. totalement bis, c'est ça le problème. Est-ce que On peut pas mettre totalement bis avec cet effectif. Ouais, ça, mais je mets une ouais. équipe. Tu mets pas une équipe bis, effectivement, mais vous avez vu comme moi le match. Tu joues à sur partir la du moment où défensive, tu vois, c'est pas le même match où tu vas chercher les joueurs, t'es pas sur des pressings, donc au final, t'es pas fatigué de la même façon. Et Didier, toi tu qui peux fais gérer. des dates à l'international, tu vas pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Il paraît que tu as De toute sacrifié façon- ta date à Milwaukee. C'est ça, c'est ouais, malheureusement. Quand tu fais des déplacements, et Dieu sait que toi tu en as fait sur tous les continents, au final, Ouais, c'est vrai. de jouer 1 heure, d'être préservé 30 minutes, ou de jouer tout le match, à partir du moment où tu as fait le déplacement, où tu as fait la mise au vert, où tu as même une usure aussi mentale quelque part, non Ça dépend de la distance, je vais te dire. Ouais. Plus tu vas loin, plus tu es fatigué. C'est pour ça que quand je vois Lyon qui se déplace à Moscou, le déplacement à Moscou, il va falloir se le farcir. Parce qu'à cette époque de l'année, en plus, à Moscou, il fait pas très chaut. Les équipes définition, russes en ouais. général en Coupe d'Europe, c'est pas trop un cadeau. Je suis pas sûr que les clubs français ont un bel historique par rapport à ça. L'OM peut en parler, éliminé 2 nous, fois par le Zénith. bon, on reçoit d'abord Bilbao, après on se Totalement. déplace. C'est pas si loin que ça va. On sera au mois de mars, on sera même déjà au printemps, je pense. Bon, donc j'ai compris, donc pour vous, il n'y a Moi, pas je forcément sacrifie besoin... Toulouse, parce que je reviens à ta question, moi je sacrifie Toulouse, sans hésiter même. Je D'accord. sacrifie Toulouse parce que le match décisif pour le championnat, il est dimanche contre Lyon. Donc, C'est la finale. ouais. et quand je te dis sacrifier Toulouse, bah, tu mets une équipe à la Ranieri, tu fais 0-0, tu restes devant Lyon, tu reçois Lyon, tu peux les mettre à distance, mais tu passes contre Bilbao, et là tu es fier. Alors il y a aussi Moi, je notre... sacrifie Toulouse sans hésiter. Il y a aussi une autre solution, messieurs, c'est d'aligner dès maintenant, parce que physiquement on pioche un peu, une équipe plus basée sur le physique. On sait très bien que quand on fait jouer un Lucas Ocampos, offensivement on va peut-être être moins brillant, mais il va courir pour 10 et donc du coup compenser et permettre à tous les autres de moins courir, alors que quand on joue
avec un Dimitri Payet, on se souvient de la deuxième mi-temps à Saint-Etienne, ça devient un peu plus compliqué défensivement. Max, est-ce que tu penses qu'il faut prendre ce facteur-là et faire une équipe en fonction aussi du degré physique en se disant tous les éléments ne sont pas à 100%, il faut s'adapter? Ah, je suis d'accord. Et puis pour revenir sur ce match contre Nantes aussi, tu t'aperçois que, moi je continue à dire que Payet il le faut dans l'axe. Et le problème aujourd'hui c'est que tu tournes en rond avec, tu veux mettre, moi je suis comme tout le monde, je veux mettre Sanson parce que je l'aime bien, mais je me dis mais si je mets Sanson je suis obligé de mettre Payet à gauche. Et au final qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit comme nous, Garcia, et à un moment donné il s'est dit bon, je vais remettre Payet dans l'axe pour pouvoir faire des décalages de tous les côtés, et je suis obligé de faire rentrer Ocampos. Donc du coup ce qui peut être pas mal par contre c'est que Sanson vienne de nouveau à côté de Gustavo, pourquoi pas, et pour faire souffler Anguissa, voire même pourquoi de pas voir Anguissa avec Sanson et arrêter d'aligner Gustavo à tous les matchs, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il est carrément. On est d'accord, moi à Toulouse je mettrais pas Gustavo par exemple. Messieurs, on arrête tout de suite, on va se faire une partie Gustavo et on va voir justement si vous êtes tous d'accord sur ce plateau pour cette alternative et faire souffler l'international brésilien. Alors je dis international brésilien, il n'est plus appelé depuis un petit moment Luiz Gustavo, et autant on trouvait ça scandaleux il y a quelques semaines, autant là, s'il n'est pas appelé en mars, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est très bien, et que ce sera bien qu'il reste à Marseille pour souffler un peu dans du formol. Sébastien, tu avais la parole juste avant dans la partie précédente, je vais te la rendre en te posant juste cette petite question. Est-ce que l'idée de Max plus soyez par Bastien, de mettre par exemple sur le match de Toulouse une association, un ticket Zambo Sanson à la récupération pour faire souffler Gustavo, tu trouves ça bien ou c'est pas là qu'il va récupérer forcément? Oui, faire souffler Gustavo, oui. On a vu que contre Paris déjà, on avait vu qu'il affichait pas son niveau habituel, et hier il a été très en dessous. Mais ceci dit, comme disait Bastien tout à l'heure, par contre je suis pas du tout d'accord. Laisser tomber le match contre Toulouse ou mettre une équipe un petit peu remaniée contre Toulouse. Genre, on ne peut pas se permettre on joue la 3e place, on joue face à Toulouse qui est dans les profondeurs du classement. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de laisser de perdre des points à Toulouse, sachant que dans le même temps Lyon reçoit Caen, Lyon joue à domicile. Donc pour moi c'est prendre des risques, sachant que derrière on reçoit Lyon, on peut se faire peur quoi. Si jamais il y a une question de dynamique, ils peuvent arriver gonflés à bloc. Exactement. Après ça change pas que oui, il y a Gustavo, il faut pour revenir à ta question, oui, il faut le faire reposer un petit peu, parce que alors il faudrait voir les stats, mais depuis janvier je pense qu'il a joué, on a fait 16 matchs depuis début janvier. Je crois que c'est un des rares, peut-être avec Rami, qui a joué quasi à quelques minutes. Il a démarré tout. Voilà. Donc évidemment que c'est un des joueurs qui a besoin de souffler, et ouais, il faudrait le faire assez rapidement. Sur la première partie de saison, Max, est-ce que le secret aussi de sa montée en régime rapide et de sa régularité, c'était le fait d'avoir eu 2-3 matchs de suspension. Exactement. Qui lui permettaient d'être frais? Ouais, non, mais c'est vrai que forcément, quand tu sautes quelques rencontres, en plus à son âge, parce qu'à un moment donné, c'est pas non plus un jeune joueur, ça peut faire que la différence. Mais bon, là où je rejoins Bastien quand même, je suis pas d'accord pour effectivement laisser tomber ce match à Toulouse sur les 4 qui viennent, mais faudrait pas qu'on ait une fin de saison un peu chiante quand même. Alors je m'explique, ça fait plusieurs fois que je vous répète qu'on pourrait se retrouver avec pas mal de points d'avance sur Lyon selon le scénario et si tu es éliminé en Europa League, que tu as Monaco devant et que tu peux pas rattraper, et que il va te rester 6-7 matchs de championnat, tu vas les faire, tu vas être content, tu vas être 3e, mais ça serait dommage au final de se dire si on avait joué l'Europa League à bloc, on aurait pu avoir un peu de piment dans cette fin de saison. Je sais pas si on va reparler encore de l'Europa League à part Bilbao après, mais moi j'ai quand même des points qui sont pour moi essentiels, qui font que tu es obligé de jouer l'Europa League à fond. Alors c'est bien beau le championnat, c'est bien, c'est ton pain quotidien, mais l'Europa League ça va t'apporter une visibilité que tu n'as pas dans le championnat. Je veux dire, l'Ajax Amsterdam l'année dernière, ils vendent pour 50 millions de joueurs parce qu'ils font une finale d'Europa League, pas parce qu'ils sont premiers ou deuxième du championnat des Pays-Bas. Ne le présente pas comme ça, parce qu'il y en a, ils vont nous dire on veut garder nos joueurs, donc ils seront prêts à... Mais ça te permet de concerner tout le monde aussi, parce que ça c'est hyper important. Je termine. Donc ça, la visibilité. Tu as les droits télé, où tu ramasses de l'argent, parce qu'à un moment donné on peut pas faire les comptables toute l'année à nous dire si on recrute un tel pour 30 millions et après nous dire on base en Europa League, parce que l'Europa League ça te rapporte des sous au niveau ça du rapporte tour. Généralement à partir des quarts de finale. Exactement.
Donc c'est très juste, on est en 8ème. Ensuite, il y a l'émotion que tu procures à ton public. Enfin, je veux dire, où on est là? On est à Marseille. On parle du public marseillais. Alors certes, le stade n'est pas plein, mais il y a ceux qui sont devant leur télé, il y a les enfants, il y a les gens qui vivent par rapport à ça. Moi, je me rappellerai toute ma vie de l'épopée de 99 et de 2004, personnellement. Et ensuite, mais le dernier point pour moi, mais il est logique, on est tous là à dire qu'on veut que Paris Saint-Germain se fasse sortir demain soir. Et il y a des gens sur Twitter aujourd'hui qui m'ont branché en me disant il faut abandonner l'Europa League. Oh mais les mecs, vous êtes sadomaso ou quoi? Si Paris sort et que Marseille sort, on les prend comment les points UEFA? Donc autant dire que dans 5 ans, on n'a que la première place qui est qualificative pour la Ligue des Champions et on se frotte les mains où on n'aura jamais la Ligue des Champions. Alors c'est clair qu'on ne sera pas sur le podium, mais dans 5 ans, on n'aura rien. Attention Bastien, Twitter c'est un effet loupe. Une personne te parle, il ne représente pas des centaines de gens. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est plus d'une personne, c'est même une dizaine de personnes. Et alors ces gens-là, j'ai envie de leur dire, messieurs... C'est peut-être la même personne qui a 10 comptes. Mais attention. Si c'est la même personne, je m'adresse à lui, ou s'ils sont 10. Plutôt que de perdre de l'énergie à m'envoyer des messages, il faut abandonner telle compétition, allez sur lefoscm.fr, un très bon site que je vous recommande, et prenez vos billets pour le match de jeudi, il y a des places pas chères, et venez encourager cette putain d'équipe, et qu'on remplisse ce stade, parce que cette coupe, elle est magnifique. Et j'en ai marre, le mot abandonner ne doit pas exister dans le langage olympien. Voilà. Que ce soit. Alors après, on dit ça. Et tu parlais d'abandonner le match à Toulouse. Jamais dit ça. C'est la question qui dit quel match je laisserai. Je laisserai Toulouse. Sacrifier, voilà. Et j'ai même Bastien dit. n'abandonne pas. Bon, il sacrifie, mais il n'abandonne pas. C'est ta question, Romain, qui est tournée comme ça. En vrai, moi, j'y vais à Toulouse pour gagner, mais je fais reposer Gustavo. Je fais reposer peut-être Amavi. Tous les matchs pour gagner techniquement. Bien sûr, voilà. Bastien. Mais tu peux pas abandonner l'Europa League. À un moment donné, il faut être sadomaso pour abandonner l'Europa League et souhaiter en plus que Paris sorte. Alors, c'est pas logique, je comprends pas. Attention, moi j'ai sur ce plateau quelqu'un en face de toi que j'ai déjà entendu me dire que si on est champion en 2010, c'est parce que Deschamps a la bonne idée de ne pas tout faire, sans dire abandonner, mais de ne pas tout faire pour battre Benfica en 8ème de finale de cette même Europa League, et ce qui permet à l'Olympique de Marseille d'être dans les clous. À l'inverse, j'ai vu des équipes de l'OM, mais aussi de Monaco par exemple avec Deschamps, jouer la Coupe d'Europe, jouer le championnat à fond et finir complètement bredouille, gagner et totalement essoré. Je pense que Bastien, si aujourd'hui on était à la lutte avec Paris pour jouer le titre, je pense qu'il te dirait, tu sais quoi, ça serait Bilbao. Non, jamais je te dirais ça. Mais je dirais peut-être pas pris Toulouse comme exemple. Mais je dirais peut-être ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout donner sur le match aller et voir pour le match retour. Là, je dis pas ça. Là, je dis les deux matchs, il faut les jouer à fond et il faut passer pour les quarts. C'est essentiel pour la visibilité de notre championnat, pour la visibilité de nos joueurs et pour l'histoire de notre club. On est en Coupe d'Europe, c'est là que moi j'ai eu des belles émotions. Moi je tombe amoureux de l'OM. Non, mais le problème, Bastien, c'est que comme tu dis, l'excellent site lefoscm.fr a trop fait de tu préfères. Et là, la question c'est tu préfères aller loin en Europa League et finir 4ème, c'est ça le problème. C'est que les gens, dans l'imaginaire des gens aujourd'hui, c'est ça. C'est de se dire, si on bat Bilbao, ça veut dire que c'est le tu préfères. On va finir 4ème. Mais t'as le droit de finir 3ème et d'aller loin en Europa League aussi. Exactement, mais ce que je cesse de répéter, et le tu préfères, au lieu de penser à des autos tu préfères, alors laissez le Fosséen faire des tu préfères et prenez vos places et venez au stade jeudi, encouragez l'OM. Montrer qu'on est un peuple uni derrière notre équipe, parce qu'en ce moment ils sont dans le dur et ils ont besoin de nous. Moi c'est ça que j'ai envie de dire. Arrêtez de faire des tu préfères, laissez Romain Canuti faire des tu préfères, il est très bon pour ça. Non mais sérieusement, ça va devenir un truc tabou. C'est un truc qu'on va faire dans des sous-sols, dans des trucs clandestins, parce que ça va devenir anti-contre. C'est très dommage en plus la façon dont les clubs français en général traitent l'Europa League. J'ai l'impression qu'on l'a jamais gagné déjà, effectivement. Et alors ce qui est incroyable, c'est que tous les ans t'entends, mais alors ça fait des années j'entends pareil. Chaque saison, les mecs se battent à fond pour se qualifier à cette fichue Europa League, parce que bon, il y a que 2 clubs où allez vas-y 3 quand il y en a un qui arrive à passer les tours préliminaires de Ligue des Champions. Et tous les ans c'est la même histoire. Sur les 4 clubs français à la jouer. L'année dernière ils l'ont joué, cette année ça fait 2 ans qu'ils la jouent, parce que Lens a compris qu'ils prendraient jamais la Ligue des Champions. Nice, alors qu'on pensait que Nice ils étaient là la première fois qu'ils s'étaient qualifiés, ils étaient là pour faire du tourisme, ils avaient perdu en préliminaire contre Chypre. Là cette année ils l'ont vraiment joué, ils se sont qualifiés d'une poule où il y avait la Lazio, ils viennent de perdre. Ouais, mais pour 2-3 équipes qui l'ont vraiment joué, tu en as combien? Tu en as au moins des dizaines qui l'ont joué. Le souci c'est que ce que tu dis, même des Guingamp qui, je me rappelle une fois s'est qualifié, ils t'ont mis les équipes B quoi. Mais ce que tu dis c'est que ça a contaminé les supporters, c'est ça qui est grave. On doit pas raisonner. Moi quand je vois ce stade complètement vide pendant la Coupe d'Europe, ça me c'est terrible. Contre Braga, il y avait quand même pratiquement 30 000 personnes. Je félicite les personnes qui étaient. Il y avait une très belle ambiance. Donc je dis, en même temps, il y en a qui pensent comme ce qu'on disait tout à l'heure. Quart de finale, ça commence à être rentable. Quand tu as des entre guillemets petits clubs
qui se retrouvent 14, 15e, qui sont en Europa League, à un moment donné, tu peux comprendre aussi qu'ils se disent bon, ça nous rapporte rien. Par contre, si on est en Ligue 2 l'année d'après, là. Oui, forcément. On verra d'ailleurs. Bilbao, c'est sympa à aller voir jouer, je pense. On va passer de suite à cette partie Europa League, messieurs, parce qu'on était sur une partie Luis Gustavo. Bon, on a un peu dévié. On est impatient, on veut parler de ce match de Bilbao, donc on va le faire tout de suite. Et donc avant vraiment de rentrer dans l'avant-match, on va se faire une petite partie sur un petit focus sur l'adversaire du jour, l'Athletic Bilbao. Messieurs, on savoure quand même, on s'est fait des adversaires de Turquie, du fin fond de la Turquie, des bas de tableau du Portugal. Là, on a l'Athletic Bilbao, c'est quand même un nom qui parle. Je me souviens il y a 2 ans quand l'OM avait tiré Bilbao, qu'on était très content de tomber contre cette équipe parce que c'était une spécificité déjà en Europe, donc c'était toujours un très bon match retour de la part de le meilleur match de la saison, voilà. Faut le dire, si on peut mettre de côté cette victoire contre 3 6-1 qui était un peu trop trompe-l'œil. Non mais niveau émotion, tu vois Romain, toi qui suis l'OM depuis des années, bien sûr. C'est un match qui t'a procuré quelque chose, ce match, je te rappelle. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de la Coupe d'Europe. Je te rappelle d'ailleurs que j'étais jaloux, j'ai pas de honte à le dire, du parcours de Lyon l'an dernier quand j'ai vu Lyon sortir Besiktas et l'AS Roma. C'est ce qui a sauvé leur saison, parce qu'on se souvient pas de leur 4e place en championnat où ils avaient 20 points d'avance sur le 5e et 25 points de retard sur le 3e, mais leur demi-finale de Ligue Europa a sauvé leur saison. Ça sauve un peu la saison. Alors, est-ce que l'Olympique de Marseille n'est pas encore un parcours en demi-finale, mais sortir l'Athletic Bilbao, ça devient quand même une performance intéressante. On va voir ce qu'a fait l'équipe basque ce week-end. Ils se sont inclinés sur la pelouse de Séville, au stade Sánchez Pizjuán, avec un premier but d'un joueur que j'aime beaucoup, Luis Muriel. Voilà, le Colombien, frappe croisée avec Kepa Arrizabalaga, le gardien basque qu'on a lancé au Real Madrid au mercato d'hiver. Et puis, deuxième but, une tête croisée, je crois que c'est Sarabia. Là je vous dis ça de vue comme ça. 2-0, une équipe, le gardien basque qui a dit maintenant il va falloir se remobiliser pour la Coupe d'Europe. Bastien, tu suis cette équipe de Bilbao depuis le tirage, tu as regardé un peu des matchs et tu me disais que ça avait un peu fait tourner sur cette rencontre. Alors ils ont fait ce que je compte faire à Toulouse, tu vois, ils ont fait leurs 3 meilleurs joueurs sur le banc et qui sont rentrés à la mi-temps d'ailleurs, je crois. Mais ils démarrent avec leurs 3 meilleurs joueurs sur le banc parce que le contexte n'est pas le même pour eux, ils sont 14e, ils sont pas encore sauvés, attention, loin de là, mais la Coupe d'Europe fait partie de leur ambition à eux et ça fait partie également de leur histoire. Ils veulent jouer le coup à fond, ils pensent qu'on est prenable, ils n'ont pas tort vu la période qu'on traverse. Donc voilà, ils ont joué ce coup-là et ils se disaient aussi peut-être qu'à Séville ils n'avaient pas les armes pour lutter. Ça peut donc ils ont baissé les armes. Ils ont pas mis ce week-end, c'est pas un match qui reflète les matchs précédents. Moi j'ai vu par exemple la victoire il y a 2 semaines contre Malaga en championnat, victoire poussive, mais c'est plus ce qu'on va voir à mon avis jeudi. Et puis ils n'ont pas l'avantage, le Dugarry basque qui dit qu'ils se sont foutus de la gueule du monde en envoyant une équipe en galvaudant le match à Séville. C'est peut-être l'avantage de tout ça. On va voir l'équipe type. Attention, Romain Fosséen qui nous dit attention, savez-vous que Bilbao est meilleur en déplacement? Bah oui, on en sait quelque chose puisqu'ils étaient venus gagner au Vélodrome il y a 2 ans avec un formidable but d'Aris Aduriz qui est toujours titulaire à poste de l'attaque. Voilà, on a regardé un peu Bilbao et on a regardé le 11 probable donc qui pourrait jouer jeudi au stade Vélodrome. Alors vous voyez Herrerin, donc vous parlez du gardien annoncé au Real, le jeune gardien portier annoncé au Real. Il joue en championnat, mais c'est Herrerin, l'autre gardien, le gardien numéro 2, Laure-Johan Pelé, qui joue en Europa League. En défense centrale, ils ont perdu Aymeric Laporte, qu'ils ont remplacé par Inigo Martinez, mais Inigo Martinez n'est pas qualifié pour jouer en Coupe d'Europe puisqu'il a disputé avec la Real Sociedad, le club voisin. Donc voilà leur équipe. Bastien, est-ce qu'il y a on résume souvent cette équipe à Aduriz, Raúl Garcia, qui sont des trentenaires aguerris, qui étaient des trentenaires aguerris il y a 2 ans. Là, ils ont 2 ans de plus. Est-ce que ça se voit sur le terrain? Ça se voit pour Aduriz, tout à fait, qui marque moins de buts, qui est moins présent dans l'impact sur le dernier geste. Après, c'est une équipe qui se connaît par cœur, parce que tous les joueurs qui sont là, ils étaient ensemble depuis 3-4 ans, ils tournent. C'est une équipe pas de vieux briscards, mais de joueurs aguerris à ce genre de rencontres. Malin, très malin. Je crois que c'est l'équipe après le Barça qui obtient le plus de pénaltys en championnat espagnol, si je te dis pas de bêtises, donc c'est une équipe qui est très maline.
avec des bons manières de ballon. Je pense à Beñat qui est un super joueur qui a rien à envier avec n'importe quel milieu de terrain de Ligue 1. Beñat qui joue au Betis Séville, quand on a qui est très technique, qui tire tous les coups de pied arrêtés de manière chirurgicale. Moi, un joueur que j'adore, c'est De Marcos. C'est un super air droit, il se projette très bien vers l'avant, il est dur à passer 1 contre 1, il est rapide, il est intelligent. Iñaki Williams, pas sûr qu'il joue, mais s'il joue, c'est un joueur très virevoltant. Attention. Iñaki Williams, on en parlait comme une grosse promesse il y a 2 ans. Est-ce qu'il a confirmé? J'ai envie de te dire pas trop, parce que sinon on en aura plus entendu parler. Tu te rappelles de Mouniain aussi qui est resté, on en parlait à un moment donné blessé, qui ne jouera pas, comme le joueur un peu qui allait péter, qui allait partir en Angleterre. Il a stagné. Iñaki Williams, il rencontre les mêmes soucis, mais après dans un bon soir, attention, ça reste un bon joueur, Et puis Aduriz, faut pas lui en promettre, s'il en a 2-3, il va en mettre une au fond. Donc voilà, une équipe expérimentée. Par contre, tu as parlé d'Aymeric Laporte, ils ont perdu gros derrière parce que c'était leur joueur rapide derrière. Ils ont 2 défenseurs centraux qui sont assez lents et on peut jouer un peu là-dessus. Parce que Laporte, c'était leur caution de vitesse dans cet axe central. Très bien, c'est de bonnes indications que tu nous donnes. On va passer de suite à la compo de l'Olympique de Marseille. Et messieurs, j'espère que vous avez retenu pour faire un 11 de l'OM adéquat. En préparation de ce match pour l'Olympique de Marseille, le 8e de finale aller de l'Europa League entre l'OM et Bilbao, je vais vous demander, messieurs, de jouer au coach Seno. Vous en avez l'habitude. On va se faire la compo. C'est la meilleure des préparations possibles pour ce match, la compo de l'Olympique de Marseille. Mais je vais vous demander de tenir compte du match de Toulouse. C'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui veulent bazarder l'Europa League ou qui ne la jugent pas prioritaire par rapport au championnat, ils ont le droit de me dire, moi je fais reposer à ce poste-là et je mets un tel ou un autre en pensant au match de Toulouse. Voilà, ayez à l'esprit que l'OM joue ce jeudi mais joue aussi dimanche. Dans les cages, Steve Mandanda, j'imagine que là ça pose pas de soucis. Premier débat, le poste d'arrière droit, est-ce que vous mettez Bounassar ou est-ce que vous mettez Hiroki Sakai? Max, je vais te faire démarrer. Ton choix s'il te plaît. Moi je mets Sakai juste par une logique de rotation puisque c'est ça qui a débuté le dernier match et qu'à un moment donné là pour le coup mon cœur balance, donc autant faire jouer un coup l'autre quoi. D'accord, le fait que Sakai soit rentré en fin de match à la place de Bounassar, c'est une indication ou pas pour toi, Seb? Oui, je pense aussi. Je pense que ce sera Sakai plutôt. D'accord. Histoire de faire tourner un petit peu. Sakai. Oui, Sakai. Non, moi Bounassar. D'accord, ça sera Sakai du coup. non, mais moi je mettrais Bounassar dans ma logique toujours de faire jouer Sakai dimanche parce que je vais faire une équipe hybride dimanche, de refaire jouer Sarr au retour et Sakai en pleine forme contre Lyon parce que pour moi Sakai doit jouer contre Lyon. Et c'est peut-être pas idiot, peut-être qu'il a il a fait sortir Sarr pour les 10 dernières minutes pour le préserver pour ce match-là. Rappelons quand même que l'OM était mené, si tu commences à calculer alors que tu cherches à tout près à égaliser, c'est un peu... Mais c'est, un entraîneur, ça doit aussi penser à beaucoup de paramètres. Charnière centrale, Adil Rami Rolando. Ça bouge pas pour moi. Adil Rami Rolando pour tout le monde. La dernière prestation d'Abdenour, je pense que Voilà, on l'embrasse d'ailleurs à Ayman Abdenour. C'est terminé là, je pense. Puisqu'il s'est passé la dernière fois, malheureusement pour lui, c'est cuit. Alors Adil Rami Rolando, au poste d'arrière gauche, Jordan Amavi. Oui. Tout le monde. Vous êtes sûr? Pas un seul Henri Bedimo. Il a pourtant été rajouté. Non, je dis ça à mes yeux, il a été rajouté sur la liste. Il est qualifié maintenant désormais pour les compétitions européennes. C'est pour ça que je vous suggère... Peut-être pour le match retour si on a gagné 5-0 comme je disais. Voilà, alors on a vu que sur le match de Metz, ça les suffisait à mettre 3 buts à Metz en 20 minutes, donc le calcul. Ça sera Jordan Amavi. Alors, milieu de terrain, Luis Gustavo, on a dit qu'on va le faire souffler, mais peut-être pas de suite, on va peut-être attendre. On le fera souffler. C'est ça qui est terrible. C'est vrai que comme tu disais, on a un peu baclé la partie sur Gustavo, mais c'est ça qui est terrible. Pour un match à l'Overdrome, tout le monde le met, Luis Gustavo. Mais si tu fais... Non mais écoute-moi, si tu gagnes et qu'après tu joues à Toulouse, tu vas le mettre Gustavo. Et le match retour, tu le mettras aussi. De toute façon, tu le mets quoi qu'il arrive. C'est ça qui est terrible. C'est que tu peux pas le lever. Oui. Ouais. Ou alors tu as Bouba Camara aussi quand même qui peut jouer. Il a fait une bonne rentrée à Paris. Moi, je mettrais... Pas jeudi, mais jeudi Gustavo. Moi, je mettrais Maxime Lopez à côté. Pareil. Luis Gustavo, Maxime Lopez. Luis Gustavo, Maxime Lopez. Maxime aussi, on joue à domicile. Faites péter l'attaque. D'accord. Dans l'idée, effectivement, de dire... Oula, je sens un Sébastien Ogier pas forcément convaincu. Alors, Zambo n'a pas tout réussi hier, mais j'ai bien aimé sur quelques situations où il s'est projeté, où il a essayé un peu de donner un peu d'âne à son équipe. Donc...
Max Lopez, c'est un rien, moi quand je dis Lopez, vraiment. Hein, oui, c'est un rien une sanction contre Zambo. Et c'est même, je vais voir Zambo, je lui dis, tu seras là à Toulouse. Pour moi, tu es titulaire, tu seras là à Toulouse. Mais là, je veux qu'on fasse un maximum de jeu, je veux qu'on marque plein de buts pour éventuellement se mettre à l'abri. Donc je mets une équipe archi offensive. C'est vrai que peut-être que jouer contre une équipe espagnole, ça correspond peut-être plus à Maxime Lopez, là où Toulouse, hein, par définition, ils confondent football et rugby depuis des décennies. C'est peut-être mieux de mettre Zambo en Guissa. Florian Thauvin à droite. Pas de débat pour moi. Nos problèmes. J'ai cru que tu allais me dire hors de question. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Donc Florian Thauvin, on arrive donc sur l'axe. Attention, par contre, Bastien, de bien nous dire tout ça dans le micro. Dans l'axe, est-ce que Sébastien, on met Morgan Sanson, on met Payet? Je garde Sanson dans l'axe. Sanson et Payet à gauche. Alors devant, il y a NJ qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, donc je pense qu'NJ à un moment donné il va jouer un petit peu. Mercredi quand même, titulaire. Oui, ouais, mais bon. Mais tu l'as pas vu toi, apparemment tu l'as pas vu. Mais enfin, sur les derniers matchs, on a beaucoup même vu que Germain par exemple, donc je pense qu'il va rentrer quelque part. Alors est-ce que ce sera en pointe, est-ce que ce sera. Est-ce que ce sera après le match pour le décrassage? Peut-être. Mitro sera dans le groupe certainement. Je dis. Je pense. D'accord. Donc moi je mets Payet dans l'axe et Ocampos à gauche. Pareil. Payet et NJ, moi à gauche. Ça sera donc Payet et Ocampos. Messieurs, Dimitri Payet moi donc. Aussi, je suis assez d'accord avec Bastien. Hein. Je parlais d'NJ, mais pourquoi pas NJ à gauche? Parce que ça c'est par rapport à la lenteur, tu vois. Tu parlais de profil d'équipe espagnole. 2-2. Voilà. Je vais laisser Payet au compost. Mais pourquoi pas NJ en pointe? Voilà, je vous relance en vous disant, messieurs, pourquoi pas NJ en pointe? Germain ou NJ? Plutôt Germain à domicile. Germain. NJ. Il faut que je le case. Hein. Maxence Volpe. Germain, ça sera donc Valère Germain, mais voilà. Et Clinton NJ sera le premier entrant, le fameux 12e homme. Et il rentrera tôt dans cette partie. Voilà, une équipe de l'Olympique de Marseille. Troglou donc. Où on est quand même sur, alors sans être sur une rotation, messieurs, mais il y a quand même une gestion. Il y a deux joueurs, Maxime Lopez, Lucas Ocampos, qui intègrent l'équipe dans l'optique de la Coupe d'Europe. Ça semble être des proportions à cette période-là de l'année, voilà, d'une équipe qui gère deux compétitions de front. C'est cohérent. On va passer aux questions-réponses. Les questions-réponses. Et alors, messieurs, je vais vous laisser discuter entre vous. Je sais que j'ai une petite question pour moi perso sur le match d'hier. Une question auquel je me dois de répondre au lecteur du Phocéen. C'est Dano 01. Voilà pourquoi la rédaction du Phocéen, j'ai vu passer cette question, pourquoi la rédaction du Phocéen a mis un 6 sur 10 à l'arbitre. Alors, vous savez, dans le résumé, le CR qu'on propose au coup de sifflet final, voilà, il y a une note de l'arbitre et Anthony Gauthier a eu 6 sur 10. Évidemment, c'est une erreur. Ce n'était pas un choix délibéré de la rédaction et c'est mon erreur, je m'en excuse auprès de vous parce que voilà, je me mets à votre place, c'est pas facile, tu ouvres le CR du Phocéen, tu vas marquer 6 sur 10 pour l'arbitre, c'est fou. Le cœur palpite un peu. Il a 2 en réalité. Attention, Anthony Gauthier, vous savez très bien que ne serait-ce que par son arrogance, il ne mérite pas plus. Enfin, on a le droit d'être arrogant, mais à ce moment-là, il ne faut pas se manquer derrière. Et malheureusement, lui, ça a été son cas. Voilà, on raconte un peu comment ça se passe au Phocéen pour Dano 01. On rend un coup de sifflet, un résumé au coup de sifflet final. Quand il y a une égalisation à la dernière minute, il faut modifier beaucoup de choses. Et malheureusement, je ne vais pas regarder à ce moment-là la note de l'arbitre. Voilà, c'est cadeau. Moi, 54, bonsoir. Est-ce que le but de Léo Dubois ne donne pas de regret à l'OM? Non, pourquoi? Parce qu'il a signé à Lyon et que c'est un latéral droit prometteur, espoir français, et qu'il a mis un joli but hier, c'est ça? Voilà, combien de buts cette année, Léo Dubois? 3, je crois. Il en a 3, mais il a provoqué aussi des pénaltys, il a des passes décisives, c'est quand même un apport offensif conséquent. Non. Il est excellent, hein. Moi je le trouve très très bon. Personnellement, même malgré son attitude, parce qu'il a bien célébré son but, à la fin du match, il a invectivé le banc adverse. Sakai et Bounassar au poste de latéral droit. Je te cache pas que je donne les deux contre Léo Dubois, mais voilà. Je suis même prêt à rajouter un peu de. Je garde les deux, c'est cool. Parenthèse, je comprends pas qu'on n'en parle pas en équipe de France, parce qu'on me parlait de Bounassar en équipe de France, alors je lui dis bien gentil. Oui, ou même des Mathieu Debuchy ou des Arnaud Souquet. Moi, Léo Dubois, pour moi, il fait une saison exceptionnelle. Il est largement au-dessus et je pense que c'est ce qui. Il y a de grandes chances que ce soit la surprise face à mon avis. Logique, quoi. Aussi, messieurs,
Léo Dubois, ça vous donne des regrets ou pas? Son attitude en général, c'est pas, non, on l'a vu, voilà, après le match, ça semblait un peu chaud. C'est vraiment un joueur, on voit qu'il a signé à Lyon, quoi. Oui, il est déjà dans la peau, de son nouveau club. Hein. Mais après, bon, c'est pas le budget qui va donner des regrets. C'est vrai que c'est un bon joueur. Après, on est passé à côté. Bon, voilà, quoi. On va pas s'éterniser sur son cas, quoi. Hein. C'était le cas de François Clerc. Vous en rappelez, François Clerc, qui avait signé un protocole avec l'OM, puis finalement. C'est pour ça que j'avais pas de regrets, moi. Pas tellement pour dire que c'est pas un bon joueur, mais plus pour dire, il a choisi. C'est pas parce qu'il a marqué contre nous que je vais commencer à le regretter, quoi. Dano 01, pas bon en 6, pas bon en 10. Sanson est-il condamné à devenir un joker de luxe? Est-ce qu'on se souvient du match à Rennes, messieurs, où il y a beaucoup de gens qui disent que c'est notre meilleur match à l'extérieur cette saison? Il a joué un 6 à côté de Gustavo, je l'avais trouvé très bon. Il avait été exceptionnel avec un second but magnifique. C'est un peu sévère comme jugement de dire qu'il est pas bon en 10, pas bon en 6. Il y a combien de passes décisives, combien de buts, s'il vous plaît? Parce que j'ai peur de me tromper. 11 ou 12 buts. J'aimerais avoir beaucoup de joueurs qui sont pas bons aux deux postes et qui ont d'aussi jalousies statistiques. Il a fait un mauvais match contre Paris et contre Nantes hier, oui. Il est peut-être aussi un peu fatigué, le garçon, il a le droit. Il a été un peu baladé à droite à gauche, même à un moment donné on l'a fait jouer justement sur le côté gauche alors que c'est absolument pas son poste. Elle est un peu dure, hein, celle-là, je vais m'arrêter là, personnellement. Mais c'est le truc d'aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure sur les tu préfères entre guillemets, c'est soit noir soit blanc. On peut pas dire il a eu un mauvais passage, mais à un moment donné il a été très important pour l'équipe. Regarde, tu es sur le plateau. Non, mais je veux dire en général, dans les débats internet, je dirais. Là il a pas été bon en 10 hier, d'accord, mais pourquoi pas le réessayer en 6? Faut pas dire être obtus à dire il est pas bon en 10, il est pas bon en 6. Les mecs ont droit à leur chance. NJ, combien de fois il va avoir de 3ème, 4ème chance? Mais c'est comme ça, c'est le football. Non, mais c'est la vie. Non, mais c'est vrai que tu dis ça, mais même Lucas Ocampos, on a fait des parties là en disant c'est le grand perdant des 2 matchs contre Paris. Et puis voilà, un match contre Nantes plus tard, une fatigue physique qui apparaît, et on est là à se dire est-ce qu'il faut relancer Lucas Ocampos? Vous l'avez mis d'ailleurs dans votre compo contre Bilbao. Voilà, ce qu'il y a de très bien en fait, c'est que ça donne beaucoup de choix à Rudy Garcia. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait le voir parce que effectivement, en 6, moi je l'appréciais. Aujourd'hui, ça m'embêterait, même à l'extérieur, d'être obligé de le mettre en 6 et d'enlever Zambon Guissa parce que je trouve que quand Guissa il fait une belle saison. D'accord avec toi sur ça, moi, tu vois. Mais ouais, je trouve que Zambo, il y a un truc qui lui manque, qu'on parle pas assez dans son jeu, c'est les transversales. Il fait jamais un changement de jeu. Et je pense qu'à son poste, c'est quand même contraignant au bout d'un moment. Alors c'est bien face à des équipes comme Paris parce que tu le vois ratisser, batailler, tu te dis oh putain le mec il a été au-dessus du lot et tout. Mais en vrai, à quel moment il te change le jeu, quoi? Et puis pas un but, pas une... Alors hier j'ai mis sur Twitter. En même temps, il a peut-être pas besoin de changer. Quand t'as Luis Gustavo à 5 mètres, c'est une machine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il passe ce cap-là. Voilà, non, mais là où tu as raison, par contre, c'est vrai que le jour où il joue sans Gustavo, c'est différent. Voilà, mais après, c'est vrai que quand il l'a tenté à une certaine période, on y est beaucoup tombé dessus et il a su, à mon avis, à juste titre d'ailleurs, épurer son jeu et se dire moi je joue simple maintenant. Et là où il pourrait être plus efficace, c'est dans la percussion. Parce que je pense qu'il n'ose pas assez. Mais dans la percussion, il pourrait peut-être un peu plus perforer. Après, hier on me disait c'est pas son rôle, tu sais, d'amener des buts, de faire des passes D. Il en a 0 quand même, 0 buts et 0 passes décisives. Luis Gustavo, c'est pas son rôle non plus. Il a 4 buts et il a 3 ou 4 passes décisives. Non, mais c'est pour ça que Sanson à côté de Gustavo pour la fin de saison, ça peut être une bonne parler des stats de Sanson, rien que pour les stats, moi j'ai une préférence pour Sanson. De toute façon, l'OM joue plusieurs compétitions, ils seront évidemment concernés. Ah ouais, ça tous. c'est énorme, c'est une très bonne question. Avez-vous eu des explications sur le placement de Sanson derrière le mur, genou à terre? C'est assez simple, hein, parce qu'ils sautent tous et non, enfin. Oui, c'est parce que Messi aussi a mis un coup franc dans la semaine à ras de terre où le mur a sauté. Je pense que Mandanda est un garçon qui regarde des matchs de football et il a dû se dire si le coup franc est à moins de 25 mètres, ce qui est logique, il va essayer de passer par-dessus le mur. Donc vous sautez, mais je prévois un mec. C'est une excellente idée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est juste énorme quoi. Mais pourquoi il s'est pas allongé carrément? Pourquoi il s'est pas carrément allongé de dos pour éviter les désagréments? C'est vrai que la position était un peu particulière, surtout que je crois que c'est lui qui dévie le ballon. Je crois que c'est lui qui dévie et on n'est pas le seul à le penser. Camille en régime disait la même chose. Et je suis pas sûr que Mandanda réédite parce qu'au final il est pris à contre-pied, il regarde le ballon passer à sa droite, il se dit s'il est dedans, mon coup il aurait pas trop marché. Mais bon, à revoir cette initiative là, cette stratégie. Alors, vous m'avez pas répondu. Pourquoi il s'est pas allongé? Non mais c'est une très bonne question, parce que je me suis posé la même question en direct. J'ai dit mais il bloque que un quart du mur, je me suis dit, tandis que s'il s'allonge il bloque tout. Donc, mais je pense qu'il bloque un angle. Après s'il met du temps à se relever comme Rolando sur le non, je pense qu'il bloque un angle dans la logique de Mandanda, et Mandanda se dit si ça rate terre ce côté c'est pour moi, mais si ça rate terre l'autre côté je suis mal. Donc ils doivent peut-être c'est vraiment tout calculer quoi. Maxence, tu m'impressionnes. On est quand même sur des questions, il faut se les poser ces questions, et tu arrives à nous sortir une explication tout à fait rationnelle.
Bravo, chapeau. On passe à la question de Romain Fosséen. N'avez-vous pas peur que certains joueurs aient une retenue en vue des échéances en Coupe du Monde en Russie? Lassana Djara n'est plus là, donc voilà. J'allais te parler aussi d'un directeur sportif qui disait à certains joueurs de se préserver et de ne pas tout donner pour l'entraîneur actuel. Je peux répondre à cette question par une question. Bien quel sûr. joueur de l'OM aujourd'hui, à part Mandanda, quel joueur de l'OM est assuré d'aller à la Coupe du Monde? Oui, en plus. Ok. Et alors, le problème, ils doivent tous au contraire se montrer à bloc. La dernière Coupe du Monde, on se disait que Mandanda, c'était sûr qu'il allait y aller. On se rappelle malheureusement de sa blessure au dernier match contre Guingamp qu'il a privé de mondial Et brésilien. Thauvin, contre-exemple hier, puisque c'est lui qui pousse la révolte en fin de match, il donne tout jusqu'à la dernière seconde, alors qu'il pourrait lui se dire j'ai peut-être une place avec Dembélé et Coman qui est blessé. C'est le seul, entre guillemets, qui pourrait se dire ça, et qui pourrait se dire si je me blesse, je passe à côté de quelque chose. Et bon, au contraire, il y va. Donc je pense pas, moi j'ai pas vu ça, après peut-être que je me trompe. On va voir s'il y a une dernière question. Papillon Noir, je ne comprends définitivement pas pourquoi Camara ne joue jamais, surtout en ce moment. Très bonne question de Papillon Noir. Boubacar Camara, on l'a vu faire quelques apparitions en Europa League lors de la phase de poule. Il est rentré en Coupe de France contre le PSG. Bon, le match était fini, hein, c'était pour le décrassage. Il n'a pas fait une Il mauvaise a pas fait tâche du tout. Il n'a pas fait tâche. Est-ce que vous attendez à le voir là sur ces 4 prochains matchs? Parce que là, ça devient un peu compliqué. Moi, j'aurais envie de te répondre oui, mais en même temps, pour moi, l'explication, c'est aujourd'hui que vu qu'il n'a pas joué avant, alors c'est con, hein, c'est le serpent qui... Il s'est blessé au mauvais moment, quoi. Voilà, il revient de blessure, c'est important que tu le dises. Du coup, Garcia doit se dire, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que il a le rythme pour... Et donc, il le met pas. Moi, je vois que ça comme explication. Cette blessure là, c'est une petite jurisprudence Maxime Lopez qu'on a un peu trop vite porté au nu parce qu'on avait beaucoup d'espoir sur lui. Après, il s'en est pris plein la tronche cette année là. Et il revient de blessure déjà d'une part, et en plus de ça c'est un très jeune joueur, et peut-être que Garcia se dit j'ai peut-être pas le brûler tout de suite, parce que si le minot il a le malheur de faire un mauvais match ou de se trouver, ou je sais pas par quel triste hasard il pourrait marquer contre son camp, peu importe, ou faire une mauvaise passe en retrait, si lui arrive la même chose qui est arrivé à Maxime Lopez, où on voyait le futur Iniesta parce que soi-disant le Barça le regardait et que du coup maintenant c'est devenu un joueur Ligue 1 lambda, il y a même des fois je lis des commentaires où il faudrait le renvoyer en réserve parce qu'il est trop mauvais, le pauvre Maxime. Peut-être que c'est de la gestion aussi. Après, c'est vrai qu'il a une grosse blessure et que c'est pas évident de revenir comme ça, et que la période difficile, je sais pas si c'est la bonne période pour l'envoyer maintenant au charbon. Faut peut-être s'appuyer sur des valeurs sûres. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est un bon choix de Garcia de le garder pour le moment et d'attendre peut-être l'année prochaine pour l'envoyer dans le grand bain. Et puis Garcia l'a positionné clairement en 6. Ça renvoie au débat que vous aviez jeudi dernier, si éventuellement il pouvait prendre la place en charnière centrale. Mais aujourd'hui, on est en train de se dire, on peut pas sortir Gustavo. Anguissa, c'est quand même pas mal pour certains. Pour d'autres, c'est Sanson. Et tu vas mettre en plus lui dans la concurrence, c'est compliqué. Il s'inscrit plus de par son registre un peu plus défensif, comme le remplaçant de Luis Gustavo au cas où. Et c'est pas évident de remplacer Luis Gustavo. On se souvient, et on embrasse d'ailleurs Stéphane Sparagna, qui avec Mitchell devait remplacer sur les premiers matchs Lassana Diarra. C'est quand même assez compliqué quand en plus on est défenseur central de formation, de devoir remplacer quelqu'un comme ça, un regista. Tiens, je prends un mot que tu aimes bien, Bastien. On va voir, je demande à Régis si on a encore une petite question. Voilà, c'est fini. De toute façon, on est dans les temps. Messieurs, tu avais un message à faire passer, Max? Juste un petit message rapide à ma fille, puisque aujourd'hui elle a 11 ans, donc je souhaite un très joyeux anniversaire. Oh, c'est mignon. Voilà. Eh bien, écoute, on se quitte, messieurs, sur cet anniversaire. J'ai envie de vous dire bravo à tous, de chanter des cotillons, de sortir des gâteaux d'anniversaire. On va attendre un peu et on va surtout se concentrer, nous, sur le match d'Europa League de l'Olympique de Marseille contre Bilbao. Et comme vous le dit si bien Bastien, à peu près à la fin de toutes ces deux phrases, allez tous au stade jeudi. Allez, salut à tous.